Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée ce matin est Anne Lehenanff. Elle est députée Horizon du Morbihan et très précisément de la première circonscription du Morbihan, la circonscription de Vannes. Elle est également porte-parole du groupe Horizon à l'Assemblée nationale et elle nous a rejoint ce matin pour être en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci Alors, de m'accueillir. On va parler de politique, voilà, comme Ça tombe bien. on le fait chaque matin dans la matinale de Bretagne 5, avec beaucoup de nouvelles, et des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes au niveau économique. Le déficit de la France pourrait s'aggraver de 16 milliards. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ministre démissionnaire, qui pointe les dépenses des collectivités territoriales et qui a précisé également que les prévisions de recettes fiscales étaient revues à la baisse, et tout ça, eh bien, ça creuse le déficit. On sait que Édouard Philippe est très attaché au compte public. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part ? Alors, c'est vrai qu'en préambule, effectivement, à noter que Horizon et Édouard Philippe en particulier, depuis des mois, des années, et même en tant que Premier ministre, pris des décisions pour réduire ce déficit public. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa vision et de son engagement pour réduire ce déficit public pour la France, qui est une nécessité vitale, tout simplement, aussi bien par rapport à la France dans l'Europe, mais aussi par rapport à notre propre avenir, je dirais, national. Les annonces qu'a fait le ministre démissionnaire Le Maire sont inquiétantes. Ça ne fait que confirmer la gravité de la situation. Je m'interroge simplement sur deux choses. La première, c'est pointer du doigt en ce moment les collectivités locales. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément opportun, puisque aussi les collectivités locales font un travail exceptionnel. Ils ont eu des trajectoires financières revues à la baisse ces dernières années. Elles font vraiment un travail, un engagement exceptionnel. Donc, je ne pense pas qu'elles sont les seules responsables de ce déficit qui s'accentue. Et puis, par ailleurs, il faut être en capacité, quand on parle de déficit, de pouvoir mettre des recettes en face. C'est un petit peu compliqué dans le contexte politique actuellement, puisque on n'a pas encore travaillé sur le budget 2025. On attend avec impatience un ministre, un Premier ministre, puis un ministre du budget, un ministre de l'économie, pour pouvoir justement avoir une feuille de route. Mais il est clair que notre feuille de route passe par une réduction des dépenses publiques. Vous parliez de situation grave. J'allais presque dire, elle est aussi grave que ça, cette situation financière de la France ? Je dirais que peut-être que les habitants, les Français, les acteurs, quels qu'ils soient, ont du mal à s'en rendre compte, parce que ça reste finalement une notion assez abstraite. De temps en temps, on a un petit coup de pression sur les notations, sur des décisions drastiques, la réforme des retraites, par exemple, où on a beaucoup parlé de déficit et de la nécessité de revenir dans une trajectoire raisonnable et de financer la retraite des Français. Il y a d'autres sujets qui reviennent ça assez régulièrement. Mais la réalité, elle est bien là. Ce n'est pas une notion abstraite. Elle est vraiment là. La conséquence, elle est peut-être pas immédiate, parce que nous avons la chance de vivre en France et que on est protégé par un accompagnement au quotidien sur la santé, sur l'éducation, sur le travail, sur la retraite, sur un tas de sujets. Et on a la chance, je le dis ici, d'être français. Mais il n'empêche qu'un jour, si nous n'y prenons garde, non seulement nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants ne pourront pas bénéficier de la protection qui nous permet aujourd'hui de bien vivre en France, et puis surtout, on peut arriver à une sorte de faillite nationale, ce qu'a vécu la Grèce à une époque, et c'est absolument pas ce qu'on souhaite pour notre pays. On entend beaucoup cette référence à la Grèce aujourd'hui, justement cette faillite et cette intervention de l'Europe qui fait beaucoup parler aujourd'hui. On pourrait aller jusque-là ? Alors moi, je me souviens de ce qu'ont vécu les Grecs quand il s'est agi de redresser leurs comptes et que c'était un ultimatum. Nous, on n'en est pas là à la France. Mais le jour où on a dit aux Grecs, vous redressez vos comptes, il va falloir serrer la vis, et ça a été une réalité dans le quotidien des Grecs. C'est pas ce que je souhaite pour les Français, mais c'est
par contre un certain nombre de décisions qui donnent une trajectoire où les dépenses publiques baissent de manière significative pour permettre de retrouver des comptes publics, je dirais, cohérents. Et puis, surtout, de pouvoir, finalement, vis-à-vis de nos partenaires européens, être crédible quand on est assis autour de la table et qu'on parle de projets communs. On entend d'ailleurs les Européens, quelques pays européens, qui s'inquiètent de cette situation de la France, de cette situation financière de la France. Oui, vous avez raison, parce que la France, avec l'Allemagne, elle est moteur au niveau de l'Europe. Quand un pays comme la France, au niveau financier, se fragilise et que devient un colosse au pied d'argile à cause de sa situation financière, eh bien, c'est toute l'Europe qui en subira les conséquences. Donc, effectivement, les pays voisins sont inquiets et ils ont raison de l'être. Donc, c'est à nous de rectifier, de montrer de quoi on est capable, et on a tout à fait la capacité de le faire. Les Français ont prouvé ces dernières années qu'ils étaient, je dirais, en capacité de s'adapter, de modifier leur quotidien. Bien, moi, je ne souhaite pas, et Horizon ne souhaite pas de mesures brutales, mais on souhaite parler franchement aux Français en disant on ne peut plus continuer comme ça, voilà ce qu'on vous propose, mais aussi il ne faut pas infantiliser les Français, il faut leur dire la vérité. C'est ce que nous, on prône à Horizon. Alors on entend des voix à gauche qui disent qu'il y a une dérive budgétaire grave, là encore, et qui disent, voilà, ces voix, il faudrait peut-être aller chercher un petit peu du côté des grandes entreprises. Alors on a beaucoup cité Total, hein, voilà, alors on va pas faire le procès de Total ce matin, c'est pas le but, mais voilà, faire jouer une forme de solidarité nationale de la part de ces grandes entreprises, de ces grands champions français qui sont aussi présents à l'international. Oui, alors on en a beaucoup parlé à un moment, et notamment lors du projet de loi de finances 2024 dans l'hémicycle. C'est la taxation des super-profits. En soi, honnêtement, on n'est pas opposé à parler de ce sujet-là et de le poser sur la table. Mais d'emblée, comme le font LFI, par exemple, et j'ai encore entendu M. Coquerel réagir au propos de M. Le Maire, de Bruno Le Maire cet après-midi, en disant, bah, évidemment, nous, on a une politique très axée sur le capitalisme, hein, je reprends ses propos, évidemment, et lui, ce qu'il propose, c'est finalement de taxer les entreprises, les propriétaires, les épargnants, pour pouvoir financer et justement réduire ce déficit. Mais ce n'est pas une décision, la taxation des super-profits, qui doit se prendre de cette manière-là. Ce sont des grands groupes internationaux. Derrière, il y a de l'emploi, il y a des investissements. La France, grâce à la politique économique que nous avons menée depuis quelques années sous la présidence d'Emmanuel Macron, arrive à une situation qui est d'être le premier pays où les étrangers ont envie d'investir et où ils investissent, parce que les conditions économiques sont accueillantes pour les groupes. Donc, oui, je pense qu'il faut regarder dans un projet de loi de finances futur et une trajectoire pour réduire le déficit public toutes les possibilités. Ce n'est pas de mon niveau. Je dirais que je pense, et j'en suis sûre, que Édouard Philippe, notre président de parti, et nous, députés, on a cette capacité de faire des propositions, mais c'est pas tout noir ou tout blanc. Derrière une entreprise, il y a des emplois, il y a un savoir-faire. On sait ce que ça a créé dans les années 80, des délocalisations, des sociétés qu'on a mis des années à faire revenir, et il y en a en Bretagne, hein, et je m'en réjouis. Donc voilà, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais ça nécessite de travailler et de mettre tout sur la table, dont la taxation des super-profits, on est bien d'accord. Alors, il y a aussi cette ambiance générale aujourd'hui. On a eu les élections européennes, on a eu cette dissolution qui est arrivée un petit peu de façon fortuite et un peu inattendue, c'est le choix du président de la République, les législatives, et puis la progression du Rassemblement national. On l'a vu, y compris ici en Bretagne. J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose qui vous interpelle. On entend beaucoup de personnes qui se tournent vers le Rassemblement national en disant, voilà, on a tout essayé, ça fonctionne pas, on en a marre. Hein. Je suis un peu trivial, mais c'est souvent ce qu'on entend. Est-ce qu'il faut prendre en compte le vote de ces personnes, essayer de comprendre ce qui se passe ? Oui. Évidemment. Évidemment. Moi, je me suis engagée en politique, je dirais publiquement, en 2002. Je suis chiracienne, mais je le faisais de manière, je dirais, discrète, en tant qu'adhérente, militante, quand il y avait des élections, pour soutenir mon candidat Jacques Chirac et ses représentants, ses candidats. En 2002, la donne, elle a changé. La donne, elle a changé. Quand on s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen, là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Et depuis,
y compris en Bretagne. Heureusement, nous n'avons aucun député Rassemblement National en Bretagne. Mais est-ce que ça va durer toujours ? C'est aujourd'hui la question que je me pose. Donc, cet engagement qu'on a, on le doit aux habitants. Si à Vannes, la ville dont je suis issue et où je suis députée, on est passé de moins de 10% Rassemblement National aux dernières élections, je parle, je dirais, c'était sans doute les municipales, eh bien, ou bien les présidentielles, même en 2022, on est aujourd'hui à 2 fois plus. C'est-à-dire qu'en quelques mois, en quelques scrutins, on a doublé le score du Rassemblement National. Donc évidemment, on a des comptes à rendre aux habitants. Il faut les entendre. Nous, on les entend, on les écoute. Et c'est pour ça aussi qu'à Horizon, notre priorité, c'est finalement accompagner et faire en sorte de proposer des lois qui permettent aux gens de travailler, de vivre de leur travail, donc de reconnaître et de valoriser la valeur du travail, de se loger, de se déplacer et de pouvoir assurer dignement la vie de l'ensemble de la famille. Il faut aller vers un grand plan social. Une fois qu'on aura un Premier ministre, que les choses s'apaiseront, il faudra aller vers un grand plan social, parce qu'on voit quand même que les gens ont du mal à vivre aujourd'hui. Leur préoccupation, c'est de boucler les fins de mois, c'est d'arriver à payer l'électricité, à se déplacer. Je vais poser la question à plusieurs invités ici. Est-ce que justement cette idée d'un plan social peut faire son chemin ? Alors, ça dépend de quel plan social on parle. Une grande réflexion autour... Alors, on pourrait parler d'états généraux, voilà, autour du travail, autour de la précarité aussi, c'est important Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites globalement depuis quelques années, avec les politiques qui ont été menées. Il y a une augmentation du pouvoir d'achat, globalement, quand on regarde la situation. Après, l'augmentation de l'inflation, par exemple... à pénaliser la retraite, le montant des retraites, je dirais à pénaliser au quotidien les ménagères ou les couples quand ils allaient faire leurs courses, parce que clairement l'inflation a un impact sur le pouvoir d'achat. Il y a eu la crise énergétique qui a énormément impacté même on n'en parle pas souvent, mais les très petites entreprises. Moi, je suis très attachée au maillage économique en Bretagne, et donc tous ces commerçants, ces artisans ont vraiment subi de plein fouet. Donc oui, mais on est finalement souvent sur des politiques, moi je trouve en tant que nouvelle députée, donc je peux faire déjà un petit peu une analyse de ces 2 ans d'expérience à l'Assemblée nationale, c'est que finalement, souvent, on réagit à des situations. Moi, ce qu'on souhaite finalement, c'est de pouvoir anticiper les choses et d'avoir une vision globale. On réagit de manière cloisonnée. Je pense qu'il faut et ce plan social, c'est pas un terme moi qui me oui, enfin, ça c'est les états généraux. Les états généraux, effectivement, ça, je trouve que c'est plus parlant. Finalement, qui permettent de décloisonner le sujet. On parle de se loger, se nourrir, se chauffer, etc. Je pense que ça peut être effectivement utile de décloisonner et de réfléchir, de mettre à plat tous ces sujets. Mais dans ces réflexions-là, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement réduire un certain nombre de dépenses publiques aussi. C'est-à-dire que dans des états généraux, eh bien, il y a ce qu'on peut apporter, ce que l'État peut faire, ce que les collectivités peuvent faire, les entreprises avec leurs salariés, mais également les habitants, les citoyens. Qu'est-ce que nous, peut-être, on peut modifier dans notre quotidien pour réduire la charge qui pèse sur nous mensuellement ? Alors, il y a aussi une société qui est très fracturée aujourd'hui. C'était la rentrée lundi. On a entendu beaucoup de choses sur cette rentrée scolaire. Il y a une inquiétude aussi au niveau de l'éducation, que ce soit du côté des parents qui envoient leurs enfants à l'école, des étudiants qui ont du mal à vivre aujourd'hui, qui sont parfois obligés de faire des petits boulots et qui n'arrivent pas toujours à en trouver ou à concilier études et travail. Et puis, il y a les professeurs, les chefs d'établissement qui s'inquiètent. Est-ce qu'aujourd'hui, là encore, je vais un peu prendre un terme générique, mais on a un pilier qui est l'éducation. Est-ce que on a un peu abandonné l'éducation? Est-ce qu'on a un petit peu mis sur le côté et puis voilà, on s'est aperçu qu'aujourd'hui ça fonctionne plus? Moi, je pense effectivement, et pour être très très attachée à l'éducation nationale, à l'enseignement, moi je pense que l'école c'est un lieu de liberté en fait, où on apprend à être un homme libre, ou une femme libre bien entendu, parce qu'on apprend. Parce qu'on acquiert un esprit critique, parce qu'on nous donne des valeurs, celles de la République,
notamment celle de la laïcité, de l'égalité entre les filles et les garçons, de l'acceptation des différences. Donc pour moi, le pilier vraiment de la société, c'est l'école. J'en suis mais profondément, et là c'est même au-delà de mon appartenance politique. Ceci dit, Édouard Philippe a beaucoup travaillé et a fait un rapport sur l'éducation nationale, étant lui-même issu d'une famille d'enseignants, comme moi. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on réinvestisse l'école. J'ai l'impression effectivement qu'on a abandonné l'école d'une certaine manière. C'est peut-être un petit peu dur ce que je dis, mais en n'accompagnant pas les évolutions non plus dues aux enseignants, par exemple. Que ce soit en termes de formation, de reconnaissance salariale, donc d'augmentation de salaire, de recrutement, pourquoi pas aussi. Il y a quand même, on constate aujourd'hui qu'il y a une défaillance et qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui ne souhaitent plus être enseignants. Avant, c'était quelque chose d'extrêmement valorisant d'être enseignant. Les élèves sont devenus peut-être plus exigeants, plus durs aussi parfois dans certaines villes où on a du communautarisme qui s'est installé. Voilà, Alors, il y a aussi le fait que finalement, au-delà du communautarisme qui moi, vous allez sans doute expliquer ce que vous voulez peut-être que je dise sur le sujet. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'au-delà des villes, de la campagne, des écoles privées, des écoles publiques, il y a quand même à noter un petit peu un désengagement des parents également vis-à-vis de l'instruction de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui finalement se déchargent sur l'école. C'est valable, ça fonctionne si on accompagne les écoles, les enseignants et qu'on les valorise. Aujourd'hui, les professeurs français sont parmi les moins payés des pays d'Europe. Et notamment de nos voisins riches. Donc, ce n'est pas normal. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Replacer finalement le parent également dans son rôle d'éducation et de respect des valeurs à l'école, des enseignants, de l'autorité. On est très attachés, nous, à la place et au respect de l'autorité, y compris bien sûr à l'école et surtout à l'école. Après, nous sommes une société multiculturelle. Et effectivement, par exemple, une école, dans certains cas, concentre beaucoup d'enfants dont les parents, dont les familles sont d'origine d'autres pays et qui sont... Mais ces enfants sont français. Ces enfants sont français. Ils ont la même éducation, la même instruction que tous les enfants de France. Donc pour moi, c'est pas ça le sujet. Voilà, quand je parlais de communautarisme, pour qu'on soit bien clair, je parlais évidemment d'enfants qui se retrouvent parfois abandonnés et certaines personnes leur mettent la main dessus. Alors ça peut être du communautarisme, ça peut être également le trafic de drogue et autres, et la déscolarisation. Il faut aussi travailler sur cet aspect-là. Alors, moi, pendant ma campagne législative, là, je citais assez souvent l'exemple de la ville de Vannes. En fait, et c'est pas parce que j'ai été adjointe de la ville de Vannes, c'est parce que je suis assez admirative de la politique, et je pense qu'il y a beaucoup de villes qui font ça, mais moi, c'est celle que je connais le mieux. C'est que, finalement, on doit toujours rechercher dans toutes les politiques publiques, et notamment quand on dirige une ville, l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre. L'équilibre, on le trouve si on investit dans différents secteurs. En tant que maire, avec son équipe, il y a tout d'abord ne laisser personne au bord du chemin. Et c'est valable pour l'école. Donc quand on est maire et qu'on a des écoles primaires sous sa responsabilité, on doit veiller à faire en sorte que tous les enfants ont les meilleures conditions d'apprentissage, d'autonomie, d'espace de liberté, dont je parlais tout à l'heure, auquel je suis très attachée, dans l'école. Donc, il y a cela, on laisse personne au bord du chemin. Ça veut dire aussi accompagner les quartiers un petit peu plus fragiles, un peu plus éloignés, plus, je dirais, les quartiers sensibles, on ne sait plus le nom qu'on utilise, évidemment, c'est quartier politique de la ville, pour que chaque famille puisse aussi assumer son rôle vis-à-vis de ses enfants et éduquer ses enfants. Et ça, c'est le rôle notamment numéro 1 pour moi d'un maire. Ne laisser personne au bord du chemin. La deuxième, c'est de créer les conditions de bien vivre, et notamment les conditions économiques pour permettre à chacun d'avoir un travail et de vivre de son travail. Et troisièmement, c'est également ne pas avoir un sujet tabou, qui est celui de la sécurité. Et celui de la sécurité, ça ne veut pas dire
évidemment des choses excessives. C'est accepter, par exemple, que la police municipale soit armée si c'est nécessaire, travaille main dans la main avec la police nationale. Donc ça veut dire des luttes contre les trafics de drogue, hein, par exemple, dans des quartiers politiques de la ville, ou même tout quartier d'ailleurs. Hein, aujourd'hui, y compris en centre-ville, on en a sous nos fenêtres, des petits trafics de drogue, et qui est un vrai fléau pour les villes moyennes, en Bretagne notamment. Et puis, la vidéoprotection. Donc, je dirais que quand on a ce pilier-là, ces trois pieds, qui est on accompagne tout habitant, quelle que soit son origine, son âge, son sexe et sa situation personnelle et familiale. On assure les conditions pour que chacun ait un travail et puisse vivre de son travail. Et puis, troisièmement, on assure la sécurité publique. Je dirais qu'on est dans une société qui me semble harmonieuse. Alors, il nous reste 5 minutes. C'est court, Anne Le Hénaff, 5 minutes, mais j'aurais voulu vous entendre sur la santé, puis on n'éviterait pas la question du Premier ministre, évidemment. Sur la santé, aujourd'hui, il y a aussi une véritable inquiétude. On a du mal à trouver un médecin, un spécialiste, aussi bien dans les villes moyennes qu'à la campagne. Là aussi, il faut un grand plan santé, il faut réfléchir, il faut changer la donne, là aussi. C'est le deuxième sujet. Je dirais qu'avec vous, grâce à vous, on aura abordé les 3 sujets principaux de notre groupe Horizon par priorité, je dirais, les comptes publics, l'éducation nationale ou l'autorité, quelle qu'elle soit, et puis effectivement l'accès à la santé. C'est un vrai problème, en Bretagne y compris. Nous avons beau être une région attractive. Depuis le Covid, une population arrive et ce n'est pas terminé. Hein. On annonce une arrivée massive encore de personnes dans les 10 ans à venir. Eh bien, il se trouve que même si on est sur des zones attractives, il y a des déserts médicaux. Je le vois, moi, sur ma circonscription. Une commune comme Damgand, par exemple, qui voit sa population multipliée par 10 l'été, n'a pas de médecin, c'est une catastrophe. Donc oui, c'est une priorité. Donc déjà, l'accès aux soins, la médecine générale, pour tous les citoyens. Et puis ensuite, évidemment, l'hôpital public. Il faut absolument, de la même manière pour l'éducation nationale, travailler sur la revalorisation des conditions salariales et de travail des agents de l'hôpital public. C'est essentiel. Alors, il nous reste 2 minutes. En 2 minutes, je vais vous poser la question. On attend d'un moment à l'autre le nom du futur ou de la future première ministre. Des noms ont circulé. On a entendu parler de Bernard Cazeneuve. On a entendu également parler de Thierry Baudet, plus près de nous. Et puis l'hypothèse Xavier Bertrand revient sur le devant de la scène. Est-ce que le président exagère un peu en faisant durer le temps et les consultations ? Moi, je ne me permettrai pas de juger le président de la République. Moi, je suis députée de la République et donc je me limite à ma fonction. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça fait partie des droits et des prérogatives du président de la République de prendre le temps et de désigner, au moment où il l'aura décidé, le Premier ministre. Donc, sur est-ce qu'il exagère ou pas, je ne répondrai pas, évidemment, et je ne le pense pas. Ça ne m'empêche pas, et ça ne nous empêche pas, nous, députés, de travailler sur nos sujets. Maintenant, je pense que les Français ont besoin rapidement d'avoir un Premier ministre. Et à mon avis, maintenant, c'est une question d'heures ou allez, 2 jours. Donc, ça ne saurait tarder. Voilà, en tout cas, c'est ce que disent les différents communiqués qui nous parviennent de l'Élysée. Est-ce que c'est facile d'être parlementaire aujourd'hui, d'être député dans cette période d'incertitude ? Parce qu'on est encore un petit peu dans l'incertitude aujourd'hui. Il n'y a pas de feuille de route. Alors écoutez, moi j'ai un parcours en entreprise. J'ai été formée pour travailler dans une entreprise et donc je suis habituée à m'adapter aux situations. Par ailleurs, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Horizon où l'ADN des députés d'Horizon, c'est d'être des élus locaux. Et quand on est un élu local, moi je suis élu local depuis 2008.
eh bien, on a l'habitude du changement de vent, des changements de cap, des projets qu'on trouvait super qui, du jour au lendemain, n'aboutissent pas, du manque de financement pour réaliser le projet idéal pour la commune. Donc, je dirais, moi, je suis patiente, je suis déterminée. Je pense que il est nécessaire, par contre, d'ouvrir le gouvernement, et c'est ce qu'on prône, nous, avec Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, de la droite républicaine jusqu'à la gauche du gouvernement. Et je pense que là, on peut faire quelque chose de bien. C'est pour ça que finalement, si le président prend du temps pour pas se tromper de personne, celui qui sera capable de faire ça, on aura vraiment avancé et franchi un cap en France, je pense. Et j'y crois. Je suis optimiste de nature. Eh bien, on va partager votre optimisme. Anne Lehenanff, députée du Morbihan, députée Horizon dans la première circonscription, donc Vannes. On a compris que vous aimiez cette ville de Vannes. J'ajoute que vous êtes également porte-parole du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'était un bon moment, merci. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.